Bonjour. Donc, je m'appelle Mireille Ronquet, je suis aveugle depuis 35 ans. Auparavant, j'étais malvoyante. Donc à ce jour, j'ai quand même des souvenirs visuels que je cultive. Donc ce qui me permet de mieux dialoguer avec des voyants. Ma carrière professionnelle, eh bien, j'ai fait des études en informatique, puis des études en commerce. Donc j'ai un DUT de technique de commercialisation. J'ai travaillé en tant que gestionnaire dans une première entreprise, gestionnaire de parc informatique. Ensuite, je suis retournée aux études et j'ai fait un master de gestion sur marketing. J'ai recherché un nouveau travail, ça a été très très compliqué puisqu'on n'est pas allé très bienvenu au niveau des entreprises. J'ai intégré EDF donc en 2000, donc en qualité de cadre gestion. Donc j'ai tout ça bien sûr sans voir, donc avec des aides techniques, tout plein de systèmes me permettant de pouvoir accéder à mon travail. Et puis il y a 6 ans, j'ai dû quitter mon travail pour des raisons de santé. Donc actuellement, je ne travaille plus, mais j'ai quand même pu conserver des activités de bénévoles, notamment à l'association Panta et d'autres choses. Bien, alors je vais quand même vous faire un petit rappel sur ce que c'est la déficience visuelle. Ça recouvre beaucoup de choses. Ça recouvre des personnes malvoyantes qui ont moins de 4/10 de vue. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est majoritairement, puisqu'on a plus d'1 million de personnes malvoyantes en France. Chaque malvoyant a ses spécificités. On ne peut pas donc donner de règles sur la malvoyance dans le sens où c'est très personnel. La vision est très personnelle. Ensuite, il y a les personnes aveugles ou très malvoyantes, ce qu'on appelle cécité partielle ou cécité totale. La cécité partielle, les gens voient encore un petit peu des ombres, des taches de couleur, ce genre de choses, mais ils ont une acuité qui est inférieure à un 50e. Ensuite, il y a des personnes en cécité totale, ce qui est mon cas. Donc là, on n'a plus aucune vision. Dans les personnes aveugles, il y a 2 groupes. Il y a les aveugles de naissance et les aveugles tardifs. Les aveugles de naissance n'ont aucune idée de leur environnement puisqu'ils n'ont jamais vu, ne connaissent pas les couleurs. Description d'une montagne, c'est très compliqué pour eux. Donc le rapport aux choses est quand même différent. Pour ce qui est des aveugles tardifs, on a un imagier, donc on est en capacité de savoir par exemple à quoi ressemble une voiture. Oui, aussi, dans un film, en audio-description, on décrit la jeune femme est brune, elle porte une robe bleue. Moi, je vais pouvoir la mentaliser parce que j'ai vu. Alors que les aveugles de naissance, eux, ne peuvent pas. Alors, lorsqu'on rentre dans la malvoyance, surtout dans la cécité, on n'est pas des magiciens, on n'a pas des surdons comme souvent les gens le pensent, qu'on a une oreille vraiment terrible, etc. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Au préalable, on a une réadaptation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va acquérir des compétences dans plein de domaines pour nous aider à la vie quotidienne. Donc on va commencer à apprendre à se déplacer à l'intérieur, à l'extérieur avec une canne blanche, apprendre à traverser les rues, à déambuler, éviter les obstacles. On peut aussi avoir un chien guide aveugle, mais ça c'est plus tard. Il faut connaître la locomotion parfaitement pour avoir un chien guide. Ensuite, on va apprendre la vie, ce qu'on appelle nous activité de la vie journalière, c'est-à-dire apprendre à manger proprement, faire à manger, nettoyer, éventuellement repasser, faire le ménage, la cuisine bien sûr. Ensuite, j'en vais oublier, il y a l'apprentissage du braille pour ceux qui le souhaitent, sachant qu'aujourd'hui, moins en moins de personnes veulent apprendre le braille, ce qui est vraiment dommage. Et parce qu'ils se disent qu'en fait, il y a du vocal, donc pourquoi s'embêter. C'est très dû compliqué un peu à l'évolution. Ça prend du temps à apprendre. Il faut compter 1 an, 1 an et demi. Moi, je l'ai fait en 6 mois, mais j'étais très motivée. En fait, c'est le toucher qui est compliqué en fait, au niveau de l'appréhension du braille. D'accord. Après, il y a tous les aspects accès à l'informatique, donc utilisation de l'ordinateur avec des synthèses vocales, des plages braille. Et puis, la téléphonie, très important. Donc aujourd'hui, toutes les personnes autonomes en numérique ont des iPhones, quelques-uns des Android, mais bon, on est quand même équipés. Voilà. Donc on a toutes et d'autres choses dont j'ai oublié, la reconnaissance de l'argent par exemple, tous ces détails de la vie quotidienne qu'il faut surmonter. Donc on a une réadaptation fonctionnelle, ensuite on a des aides techniques. Donc les aides techniques, elles sont très 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 diverses.
Alors, au niveau de la maison, par exemple, on a des facilités, par exemple, pour marquer les boîtes d'aliments, Oui, etc. d'accord, ok. Donc, en fait, on a un petit stylet avec des gommettes et on enregistre avec un voyant ce que c'est. Et ensuite, quand on remet le stylo sur la gommette, ils nous disent ce que c'est. Donc ça, c'est intéressant pour les boîtes de conserve, par exemple. Ouais, je savais Ah oui, pas que ok. c'est- Voilà, c'est on a super. plein d'outils. Donc Oui. on a un détecteur de couleurs, par exemple, un détecteur Ok. de lumière pour les aveugles en cécité Oui. totale, Ouais. pour localiser la Oui. lumière. Ouais, Mm. ok. On a un tensiomètre parlant, un thermomètre parlant, un mètre parlant. Enfin, on a plein d'aides Oui. techniques. Ouais. Donc ça, c'est pour la maison. Ok. Donc, un savoir-faire en réadaptation fonctionnelle, des aides techniques. Donc, au niveau informatique, on a des logiciels qui nous permettent d'avoir une vocalisation du clavier et de l'écran. On a des terminaux braille aussi pour ceux qui connaissent le braille. En fait, on a plein de petites aides techniques au quotidien qui nous permettent de vivre à Oui, peu près, à peu autonome, près normalement. Mm. Il faut savoir aussi que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on commence à avoir des outils très intéressants, comme par exemple des outils qui nous permettent de détecter du texte et nous le transmettre vocalement. Donc on peut par exemple essayer de trouver à lire sur une boîte, sur un courrier. Enfin, on a des logiciels qui nous permettent de faire de la lecture à la volée ou la photographie d'un document et ensuite la lecture du document. Alors c'est pas toujours très précis, c'est pas toujours la panacée, mais disons qu'on arrive à comprendre. Le maximum. Donc en gros, une personne qui a une bonne rééducation, elle sait se gérer dans sa maison, elle sait cuisiner, elle sait faire le ménage. Même si voilà, elle sait utiliser un téléphone, un smartphone, elle sait utiliser l'accès à l'ordinateur. Ouais. D'accord. Voilà. Donc oui, quelque chose d'important, c'est que effectivement, on a besoin des techniques, mais il arrive à des moments où on ne peut pas techniquement, malgré une rééducation parfaite, à faire les choses. Donc on doit quand même faire appel à l'aide humaine. Après, concernant l'aide canine, ça représente peu de personnes aveugles, malvoyantes, très malvoyantes. On peut utiliser une aide canine pour le déplacement. C'est un choix, il faut aimer les chiens, il faut avoir envie de donner confiance aussi aux chiens pour ses déplacements. Moi, c'est mon cas, donc c'est mon 4e chien guide d'aveugle. Pour moi, je trouve que c'est un déplacement optimal. Je divise à peu près par 2 mes temps de trajet. Ah oui, voilà. Oui, mais sinon, on a les cannes blanches, on a même les cannes blanches électroniques qui vibrent, avec un laser qui est donc capable de détecter un obstacle. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le handicap visuel, que ce soit pour les malvoyants ou les aveugles, ça pompe énormément d'énergie. On a besoin d'énormément d'énergie parce que pour faire ce que vous mettez 100 d'énergie, nous, il faut qu'on mette 130 ou 150%. On doit être aussi très, très attentif, surtout dans les déplacements, mais même à la maison. Faut avoir un bon sens de l'orientation. Il faut être très, très rigoureux. Il faut être très tenace. Il faut savoir aussi s'imposer parce que bien dans la ville ou dans la vie, rien n'est adapté pour nous ou si peu. Donc on doit toujours lutter pour faire avancer les choses. Bien sûr, oui. Par exemple, l'accessibilité des transports. On a une petite... on a des aides comme l'annonce quand ça fonctionne des arrêts. On a une petite télécommande aussi pour déclencher les feux quand ils sont équipés, les feux sonores. Donc ça nous indique si on peut traverser ou pas. Voilà. Mais il faut savoir, c'est un handicap qui est très, 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 très énergivore. Énormément. On est toujours sur le qui-vive et surtout... On est toujours en train de réfléchir quand on fait quelque chose. Là, je vais aller faire mes cafés. Je sais que je connais ma maison, il y a une marche et tout. Mais tout est bon. Il faut avoir la machine à café accessible. Bien sûr, de plus en plus, les machines à café, c'est des boutons sensitifs, etc. Donc, on ne peut pas les utiliser. Donc, il faut chercher de l'électroménager compatible. Ou faire des choses, des montages un peu particuliers. Alors, l'association Valentin 8. Alors, c'est une association qui existe depuis 132 ans. Elle a été fondée par une personne qui était professeur de braille et voilà. Cette association, elle est nationale avec des représentations régionales. Donc à Grenoble, Isère, nous avons donc un comité.
Alors, le slogan de l'association, c'est Agir pour l'autonomie. Donc, elle va mettre en place et mettre à disposition tous les services possibles pour aider les personnes déficientes visuelles dans leur quotidien. Donc, pour faire simple, il y a une bibliothèque nationale. Donc, c'est une bibliothèque numérique dans laquelle on peut aller chercher des livres audio qui ont été enregistrés par des humains ou par des synthèses vocales. D'accord. Okay. Donc, il y a à peu près une quarantaine de mille ouvrages qui sont soit enregistrés, soit en braille. Alors, en braille informatique ou en braille papier pour certains. Okay. Le braille papier, ça prend énormément de place, donc les gens l'utilisent maintenant. Et braille informatique, comment ça marche? En fait, c'est les terminaux braille qui vont nous permettre de lire, en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc, au niveau du comité, on va parler de ce qui est proche. Donc, en fait, on a une commission accessibilité et on va siéger à toutes les instances, que ce soit régionale, la métro, la mairie, le département. En fait, pour donner nos préconisations et demander à ce que que ce soit la voirie, le transport soit accessible. D'accord. Okay. Donc c'est un gros travail parce que souvent ce qui est pris en compte c'est le handicap moteur. Un handicapé c'est forcément quelqu'un en fauteuil roulant. Ça se voit plus. Et les handicaps sensoriels sont toujours oubliés. Ouais. Donc on lutte. Donc on arrive à avoir des réussites, mais on a aussi des échecs. Et par exemple, on est très très perturbé. Par exemple, en ce moment, au niveau du centre-ville de Grenoble, avec les travaux, ils ont abaissé tous les trottoirs. Donc nous, on ne sait pas si on est sur la route ou sur les trottoirs. Ah oui. Et puis ils ont enlevé les lignes blanches. Je ne sais pas si vous avez remarqué au centre-ville, mais il n'y a plus de lignes piétonnes. D'accord, ok. Donc les malvoyants ne peuvent plus se repérer parce qu'en malvoyant, le blanc sur le noir, ils le voient. Ouais. D'accord. Et voilà, donc plein de travail, de requêtes, etc. Ouais. Donc ça, c'est l'accessibilité. D'accord. Ensuite, on a une instructrice en locomotion qui donne les cours de locomotion, donc l'utilisation de la canne blanche. Donc on intervient pour les personnes qui veulent apprendre un nouvel itinéraire ou pour les personnes qui deviennent malvoyantes. En attendant d'avoir une place dans un centre de réadaptation, elle donne les premiers cours pour que les personnes puissent devenir autonomes. D'accord. Okay. Voilà. Ensuite, on a des cours de braille pour ceux qui le souhaitent. On a une facilitation à l'accès à la bibliothèque numérique parce qu'il faut savoir qu'on a quand même beaucoup de bénéficiaires qui n'ont pas d'ordinateur. Oui, donc en fait, on va pour eux chercher les livres ou on les commande pour eux. Donc ça, c'est une aide. Ensuite, il y a un groupe tous les mercredis, alors depuis le Covid ça se fait plus, mais bon, il y a un moment partagé autour d'un café pour ceux qui veulent, le mercredi après-midi. On a des conversations en anglais, en espagnol, on a des jeux de société adaptés, on a des cours d'informatique et de téléphonie. On a une personne ressource pour tout ce qui est dossier administratif et c'est hyper compliqué. Elle s'occupe aussi, elle fait un petit peu d'écoute, mais voilà. Et puis donc nous avons une secrétaire aussi à temps partiel qui met un petit peu en ordre toutes ces activités. C'est des bénévoles qui sont eux aussi en déficit? Alors on a les deux. Okay. Donc on a les bénévoles voyants. Donc notre président est voyant. Par contre, on a aussi, moi je suis vice-présidente, enfin on est plusieurs. Et on a aussi des déficients visuels. Ah oui, j'ai oublié aussi un aspect très important, c'est qu'on fait des sensibilisations. Donc des sensibilisations qu'on fait dans les écoles, enfin un petit peu partout. On présente le handicap visuel, comment ça fonctionne, on fait des ateliers. Et aussi on intervient en entreprise. Là, on est intervenu pour l'école de commerce Grenoble Management. Ah oui, Ils voulaient monter en compétence sur l'accessibilité des documents numériques. Et ils ont une étudiante aveugle en ce moment. Voilà, donc en fait, on leur a fait une formation pour leur expliquer comment on organise un document numérique pour nous. Il y a quelques petites normes d'accessibilité sur les contrastes, sur la hiérarchisation des données. Voilà. Donc il y a des prescriptions. Donc on leur a fait des prescriptions, on leur a fait une démonstration, une sensibilisation au handicap visuel. Voilà, et on le fait aussi, on a une module de sensibilisation pour tout ce qui est EHPAD ou service à la personne, enfin ce genre de choses. Alors, il y a deux types de situations pour l'accès au travail. Il y a les malvoyants et il y a les cécité partielle ou totale.
Pour les malvoyants, pour accéder à l'information, ils ont des logiciels de grossissement de caractères très pointus, sur lesquels aussi ils peuvent jouer sur les contrastes, parce que pour un malvoyant, c'est le contraste et la grosseur des caractères, c'est vraiment le combat. Ils peuvent adjoindre les synthèses vocales, parce que pour certains, ça ne suffit pas, donc il faut un additif de synthèse vocale. Donc ça, c'est un aménagement qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Ensuite, pour les déficients visuels, les cécité partielle ou totale, donc là, on a des synthèses vocales, comme je vous ai expliqué, et on a des terminaux braille, pour ceux qui utilisent le braille. Donc en fait, il faut faire une adaptation du poste de travail. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est très tributaire de l'outil informatique. Ce qui fait que quand les applications ne sont pas accessibles, puisqu'il existe des normes d'accessibilité, ou des applications web en particulier doivent être développées avec ces normes, elles ne sont pas employées. Donc on peut se retrouver professionnellement buté sur certaines utilisations de certaines applications. D'accord, oui. Voilà. Donc là, à part l'aide humaine, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc sur le marché du travail, les malvoyants, c'est un petit peu plus simple, parce qu'ils ont quand même de la vision, donc globalement, c'est quand même plus simple pour trouver un travail. Pour les cécité partielle et totale, c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà, il y a une sélection qui se fait à la formation. Autrefois, une personne pas très pouvait apprendre la vannerie, le standard, avoir accordeur de piano, et puis après est venue la kiné. C'était vraiment les métiers de base. La société a évolué. Et c'est vrai que les gens qui potentiellement ne peuvent pas faire l'étude, c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus vraiment de métier possible. Donc il y a une souffrance. Alors on dit oui, mais il faut des gens compétents, diplômés, mais bon, faut-il encore pouvoir accéder aux études donc longues et voilà. Ensuite, donc au niveau des métiers, ça s'est quand même pas mal diversifié. Moi, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans le commerce et le marketing, j'ai travaillé dans les achats logistiques et puis dans la gestion, etc. Moi, j'ai pu professionnellement faire beaucoup de jobs diversifiés dans plusieurs boîtes. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver un travail, c'est très compliqué. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand je me suis retrouvée à chercher un travail après avoir quitté mon précédent, pendant 2 ans, j'ai fait 1282 lettres de motivation en réponse à annonce ou en réponse ou candidature spontanée. Tout ça pour avoir 187 entretiens. À chaque fois, quand vous annoncez que vous êtes aveugle, non mais là vous n'allez pas pouvoir. Enfin bon bref. Tout ça pour obtenir 2 offres d'emploi, une malhonnête, on va dire, un emploi aidé, avec un job de cadre, voilà. Et puis une honnête chez EDF, donc je suis entrée en 2000, donc j'étais cadre achat logistique. Voilà, donc j'ai géré une équipe et voilà. Donc moi je dirais que malheureusement aujourd'hui, surtout pour les cécité partielle et totale, c'est très difficile de trouver un emploi. C'est compliqué, en plus la crise elle est là. Et surtout les entreprises, elles préfèrent embaucher des handicaps qui ne nécessitent pas d'adaptation technique. Parce que un malvoyant, il faut des outils, il faut des logiciels spécifiques, etc. Ça coûte de l'argent, mais ça, c'est pas trop un problème parce qu'on a des solutions de prise en charge. Donc ça, c'est un faux problème. Mais une entreprise, elle embauche une personne sans besoin d'adaptation. Elle va compter dans ses quotas d'unités le même nombre. Donc pourquoi s'embêter à recruter quelqu'un qui pose des problèmes. Moi j'ai eu par exemple toujours une auxiliaire professionnelle dans tous mes jobs pour pouvoir pallier au fait qu'il y avait certaines applications que je ne pouvais pas utiliser. Voilà. Et puis des choses du style, vous devez faire un PowerPoint. Bon, moi je sais faire le contenu, je sais ce que je veux, mais par contre pour la mise en page, etc., on arrive à faire des choses, mais il faut quand même qu'il y ait un voyant qui contrôle. Oui, bien sûr. Voilà. Et après, pour les grosses entreprises, il y a ce qu'on appelle un accord handicap, et l'entreprise a, pareil, des unités qu'elle ne paye pas, elle les met dans un pot commun, et ça sert pour adapter les autres postes pour les personnes handicapées. D'accord. Donc il y a quand même des moyens mis en place. Oui, il y a des moyens. Alors, c'est pas toujours pareil, c'est de haute lutte, il faut faire les dossiers compliqués. Ça ne vient pas comme ça, spontanément. C'est la France, c'est l'administratif, tout devient compliqué. C'est ça, il y a tout qui est disponible, mais l'administratif c'est compliqué toujours. En plus, ça rajoute une couche. Voilà.
Alors après, au niveau des aides sociales, au niveau des personnes handicapées, en France, on a des aides sociales qui sont pas trop mal. Pour les malvoyants, un peu moins, parce que en fait, un cécité partielle au total, il a ce qu'on appelle une PCH, une prestation compensatoire du handicap. Donc on a un forfait. On peut acheter, on a une ligne budgétaire de 3 000 € pour acheter du matériel. Mais alors là, c'est pareil, il ne finance pas tout, il faut faire des dossiers, c'est très compliqué. Mais moi, j'étais arrivée quand même à faire financer mon petit terminal braille. D'accord, ok. Donc voilà. Les malvoyants, eux, s'ils vivent seuls et qu'ils n'ont pas de travail, ils ont ce qu'on appelle l'AH, l'allocation aux adultes handicapés. D'accord. Mais ouais, c'est plus difficile pour eux. Oui, j'imagine. Voilà. Sur un plan général, déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de malvoyants qui vivent ensemble. D'accord. C'est-à-dire qu'on se rencontre dans les écoles, dans les stages, etc., dans les associations. Et il y a beaucoup de couples malvoyants aveugles ou aveugles. D'accord. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a quand même pas mal de gens de déficients visuels qui vivent avec un voyant. Alors surtout pour les cécités partielles et totales, c'est vrai que ça a quand même un gros impact et il faut trouver la personne qui veuille bien faire le challenge, quoi. Dans le sens où quand on sort juste ensemble pour les loisirs ou les choses comme ça, ça va. Après, quand on commence à vouloir avoir des projets d'enfants, etc., ça impacte quand même pas mal. Donc, il faut quand même trouver le conjoint qui va bien. Bon, déjà, pour les gens normaux, c'est compliqué. Mais voilà. Non, mais c'est sûr. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, moi, j'ai rencontré mon mari au travail. Ce qui était pas mal parce qu'en fait, il m'a vu évoluer dans l'entreprise. Donc, il a vu que je me déplaçais seule, que je faisais pas mal de trucs seule, que j'utilisais l'ordinateur. Donc déjà, il a pu entrevoir avant de se l'a rassuré un peu. Voilà, de voir un peu comment ça fonctionnait. Voilà, et puis il m'a fait confiance. On a eu 2 enfants. D'accord, mais génial. Voilà, donc moi j'ai employé beaucoup de personnel parce qu'en plus mon mari avait des déplacements. Il m'aidait beaucoup, bien sûr. Et j'avais du personnel pour garder les enfants, qui préparaient à manger le soir. Enfin, moi j'arrivais, j'avais qu'à m'occuper d'eux. D'accord, Voilà, donc ça j'ai développé. Voilà, donc mes enfants, je les ai jamais vus. Voilà. Ma fille a un petit peu souffert de la situation. Ça a été compliqué parce qu'elle fallait accepter, on n'accepte jamais. Mais disons que ça lui faisait souci, mon problème de cécité. Donc il a fallu avoir un suivi un petit peu psychologique pour elle. Parce que c'était difficile. Et les 2 sont nés sans problème? Alors mes 2, oui. Donc eux, 0 défaut, ils ont de super... voilà, maintenant ils sont grands, ils ont 28 et 29 ans. D'accord, ok. Donc moi j'ai fini les pilotes. Après, je portais mes enfants avec un sac à dos en sac ventral. Je les amenais chez la nounou. Après, je les ai mis en laisse, ça peut choquer, mais ils m'ont fait un jour. Ils ont disparu dans la rue. C'est vrai que c'est bon. Voilà. C'est vrai qu'avec des enfants, c'est un beau challenge. Les enfants. Mais on arrive, bien sûr. On arrive à les changer. J'imagine que faire c'est comme tout, c'est de l'adaptation. On fait des biberons avec des seringues, avec des entonnoirs, mais on arrive à faire les biberons. On a plein de... toujours pareil, réadaptation fonctionnelle, aide technique, et après on avance. On a une solution technique pour chaque chose. Donc une solution pour faire les biberons. Vraiment tout, Voilà, donc ça fait toujours rigolo quand on va acheter une seringue. Et pour doser, c'est très bien. Non mais c'est sûr, oui. Voilà. Il faut toujours trouver un bon moyen de faire les choses. Oui. Et ça, c'est vous qui pensez, par exemple, ces adaptations? Alors, des seringues, par exemple? On apprend ça quand on fait notre réadaptation fonctionnelle. On dit utiliser une seringue. C'est plein de petites boule à pastis astuces. pour tout ce qui est cuisine. Doser l'huile ou le vinaigre. Après, on a des balances parlantes, des pèse-personnes parlantes. Enfin, on a beaucoup de... Alors, moi, je suis très bien équipée. Moi, je suis très technologique. J'ai des collègues qui le sont beaucoup moins. Après, c'est à chacun de s'adapter. En fait, chacun voit... Voilà, exactement. Voilà. Mais quoi vous dire aussi, sur un plan plus psychologique,
C'est quand même douloureux. Il y a quand même beaucoup de déficients visuels qui sont en dépression. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que bon, quand vous êtes diminué, c'est difficile. Alors, on parle de l'acceptation du handicap. Ouais. Alors moi, ma position, c'est que je n'accepte pas mon handicap. Je suis pas contente d'être diminuée. Ouais. Voilà. Donc ça me gonfle, c'est fatigant, c'est pénible. Et puis, tous les jours, dès qu'on se lève le matin, il faut réfléchir à ce qu'on va faire et comment on fait, etc. Oui, c'est fatigant. Hein. Après, moi, je fais la gestion de problèmes. C'est-à-dire que, toujours pareil, rééducation, aide technique et je mets en œuvre. Donc moi je fais de la gestion de problèmes, je fais du management de problèmes, mais je n'accepte pas mon handicap. D'accord, oui, ok. Mais voilà, vous gère faire avec, mais vous êtes quand même déterminée pour... Voilà, j'ai voulu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai voulu avoir des enfants, j'ai voulu avoir des jobs intéressants, j'ai voulu avoir des loisirs intéressants, j'ai voulu plein de choses. Ça m'a demandé beaucoup de travail et d'énergie. J'imagine que là, mais au final, vous êtes quand même heureuse de tout ça. Donc, non mais moi je suis très privilégiée. Quand on a envie, avec un mari, qu'on a des enfants, qu'on a un travail. Oui, voilà. c'est sûr. Oui, mais parce qu'il y a de la détermination aussi et que vous n'avez rien lâché, quoi. Ouais, faut pas lâcher, non. Mais c'est sûr et c'est formidable. C'est important de le dire. Non, mais oui. Moi, je trouve que la société, déjà le handicap visuel n'est pas connu. Bon, on a beau faire des sensibilisations, etc. Le handicap visuel n'est pas connu, on ne pense jamais à nous. Quand on parle handicap, on pense au fauteuil. Ouais, c'est vraiment... mais c'est vrai que c'est un cliché quand même. Hein. C'est un cliché, mais malheureusement, il persiste. Hein. Oui, c'est ça. Donc nous, on essaye de se faire connaître, on essaye de développer. Et pour ça, moi, je vous ai répondu à votre demande parce que on a besoin de visibilité, de communiquer, on a besoin de se faire connaître. En fait, les jeunes et plus on grandira avec ces Voilà, et c'est vrai que les enfants... ça leur fait une petite piqûre et ils s'en souviennent. Moi je croise des fois des enfants qui me disent mais t'étais venu dans notre classe il y a longtemps. C'est bon. Ouais, parce que les enfants ils s'en souviennent en fait. Ça marque. Forcément. Donc du coup voilà. Après on a du mal à se faire entendre. Et notamment dans le domaine de l'accessibilité voirie bâtie transport et numérique. Parce que les applications sont... Dans les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus ouverts. Ah ouais, ok. Les applications web américaines, si vous allez sur Amazon, c'est tip-top. Vous pouvez acheter sur Amazon tout seul. En France, les applications, souvent, c'est compliqué. Les normes d'accessibilité sont pas... Enfin, on galère beaucoup avec ça. Donc on rouspète, voilà. On est toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se battre, c'est vrai que ça doit être moi, c'est ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois qu'on intervient quelque part, c'est pour se plaindre. Alors qu'au final, c'est toujours un statut de victime qui ne nous convient pas en fait. C'est sûr, c'est pas ça qu'on attend. Ce ne serait pas à vous normalement de dire tout ça. Ça devrait maintenant être automatique. Surtout on est en 2021, on est au courant que ça évolue quand même. Quoi. On a plein de moyens à disposition, je pense, pour pouvoir faire changer les choses. Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans le domaine médical, que ce soit médical ou paramédical, c'est une meilleure connaissance du handicap visuel. Souvent, on voit des soignants qui ne sont pas très à l'aise avec nous parce qu'ils ne connaissent pas le handicap et ils peuvent faire des gestes un petit peu, pas déplacés, mais avoir des attitudes qui nous mettent un petit peu mal à l'aise. Ils sont pas adaptés. Et tout le monde est mal à l'aise et il est vrai que plus le handicap visuel sera connu, meilleure sera la prise en charge des personnes déficientes visuelles. Voilà, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là.